Les élections pacifiques sont absolument cruciales pour le Nigeria. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le secrétaire d'État américain John Kerry en visite au Nigeria. En Zambie, le nouveau président Edgar Lungu a prêté serment ce dimanche, ceci après avoir remporté l'élection présidentielle avec une courte majorité. Et puis au Kenya, la police aux trousses des trafiquants d'ivoire, plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme. Les éléphants pourraient disparaître du continent d'ici une génération. « 26 janvier 2015, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur Sika. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria qui recevait ce dimanche la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain, une visite au cours de laquelle des messages forts ont été délivrés. Des élections pacifiques sont absolument cruciales pour le Nigeria. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le secrétaire d'État américain à 3 semaines de la présidentielle dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les États-Unis sont également prêts à faire plus avec le Nigeria contre le groupe islamiste Boko Haram qui multiplie les attaques sanglantes. C'est le second message délivré ce dimanche à Lagos par le secrétaire d'État américain. Au cours de sa visite, John Kerry s'est également entretenu avec le président Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, le candidat de l'opposition aux élections du 14 février prochain. Et puis parlant toujours de la visite de John Kerry au Nigeria, du moins, comme je vous l'annonçais tantôt, le secrétaire d'État américain a insisté sur la nécessité de tenir des élections pacifiques au Nigeria. Cette déclaration a été faite ce dimanche à 3 semaines de la présidentielle dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry. Il est absolument crucial que ces élections se déroulent dans le calme, qu'elles soient crédibles, transparentes et acceptables, afin que le peuple du Nigeria et le monde puissent avoir la paix avec le gouvernement qui en découle. La communauté internationale prête une grande attention à cette élection et la communauté internationale est profondément engagée à travailler avec les Nigérians pour aller de l'avant. Ceci avec l'espoir qu'ils auront des élections sans violence et capables d'instaurer la confiance dans l'avenir. Nous allons absolument continuer à soutenir l'armée nigériane dans cette lutte contre Boko Haram. Le désir des États-Unis de s'engager encore plus dans la lutte pour repousser Boko Haram comme déjà d'autres groupes extrémistes violents. Mais la qualité du processus démocratique est importante pour continuer cela et c'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui. The quality of the democratic process is important to contributing to our ability to do so. And that's exactly why I'm here today. La Zambie à présent, le nouveau président Edgar Lungu a prêté serment ce dimanche après avoir remporté l'élection présidentielle avec une courte majorité. Edgar Lungu devient ainsi le 6e président de la Zambie depuis son indépendance en 1964. Reportage. C'est dans un stade bondé à Lusaka que le nouveau président a prêté serment en posant sa main sur la Bible, jurant fidélité au peuple zambien devant des milliers de partisans radieux, des chefs d'État régionaux et des diplomates. « Je suis très honoré que vous ayez décidé de faire de moi votre serviteur », a-t-il déclaré devant les milliers de partisans, saluant son prédécesseur et se disant rempli d'humilité devant la confiance que lui accordait le peuple zambien. En fin de compte, ce que nous voulons pour notre pays est d'aller de l'avant et de bannir la pauvreté. Seul l'un d'entre nous pouvait finir président et avec cet honneur particulier et ce privilège accordé à ma personne, je suis éternellement reconnaissant vis-à-vis de tous mes concitoyens. Le nouveau président, qui fait partie de la minorité ethnique Nsenga, a voulu rassurer sur les craintes d'affrontements entre tribus. Invité à la cérémonie d'investiture, le président du Zimbabwe voisin, Robert Mugabe, s'est dit confiant sur le fait que Lungu parviendra à garder une Zambie unie. Une Zambie, une nation, a-t-il lancé devant la foule. Les anciens présidents zambiens Rupia Banda et Kenneth Kaunda, premier chef d'État de la Zambie indépendante, ont également assisté à cette cérémonie.
cérémonie. Ce ne serait pas bien de quitter les fonctions après une période si courte et leur projet de développement reste encore à accomplir. Donc nous sommes contents car ils vont enfin continuer. Je suis contente de cette célébration pacifique parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de fauteur de troubles et tout ce que nous voulons, c'est la paix. Je suis ici pour fêter la victoire d'Edgar Lungu. Vous voyez, je suis très content et le peuple de Zambie est content. Nous ne pensions pas qu'une telle chose pourrait arriver. Ils l'ont traité de tous les noms, mais aujourd'hui, l'histoire est écrite. Tout le monde est surpris. Merci. La responsable de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a félicité la Zambie pour avoir organisé des élections exemplaires, réussies et dans le calme. En Centrafrique, pendant que la presse annonçait ce dimanche l'enlèvement dans la matinée du ministre des Sports, l'ex-otage Claudia Priest, enlevée pendant 5 jours par les miliciens chrétiens anti-Balaka, est arrivé ce dimanche en fin d'après-midi à l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris. L'humanitaire de 67 ans a été accueilli à sa descente de l'avion par plusieurs membres de sa famille. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, elle a remercié brièvement toutes les personnes qui sont intervenus pour aider à sa libération. Suivons ici un extrait des propos de l'ex-otage Claudia Priest juste à la descente d'avion. Je remercie également toutes les religieuses, les religieux qui ont veillé, qui ont passé la nuit dehors pour être avec nous, vivre la même chose que nous. Également toute la population centrafricaine qui était vraiment très solidaire et d'une seule personne vraiment se sont manifestés contre ce rapt qui est le premier, j'espère le dernier, mais apparemment peut-être pas tout à fait quand même. Mais bon. Et puis je remercie aussi le gouvernement centrafricain qui a permis à tout le monde de travailler correctement dans la plus grande confiance et coopération. Voilà. Le Kenya à présent, on se l'arrache pour ses vertus prétendument médicinales, voire magiques. L'ivoire se négocie à prix d'or en Asie, mais son trafic fait des ravages dans les réserves naturelles d'Afrique. Plusieurs ONG, organisations non gouvernementales locales, tirent la sonnette d'alarme. Les éléphants pourraient disparaître du continent africain d'ici une génération. Au Kenya, le chef présumé d'un réseau est actuellement jugé. Peut-être la fin de l'impunité pour tous les trafiquants du pays. Reportage. Mombasa, ville côtière du Kenya. Fin décembre a commencé le procès d'un des criminels les plus recherchés du pays, Faisal Mohamed Ali. Arrêté un mois plus tôt en Tanzanie, puis extradé au Kenya par Interpol, il est accusé de trafic illégal de trophées de chasse d'animaux exotiques. Comprenez, de l'ivoire. Ce type d'arrestation reste pourtant rare. Les activistes espèrent que ce procès mettra à jour les circuits illégaux qui vont de l'Afrique vers l'Asie. Nous ne cherchons pas seulement à capturer les petits poissons, mais aussi les gros. Peu importe, quel que soit leur degré de responsabilité, leur richesse ou leur connexion hors du pays. La loi prévoit qu'ils soient toujours rattrapés. Si les saisies sont courantes, les arrestations, elles, suivent rarement. Sur ces 5 années, une étude montre qu'au Kenya, seulement 7% des personnes condamnées pour infraction sur des éléphants ou des rhinocéros sont ensuite emprisonnées. Cela s'explique notamment par la complexité des réseaux, des sortes de mafias de l'ivoire très prospères qui multiplient les intermédiaires et les complices, rangers, expéditeurs, politiques et juges. Interpol et un programme environnemental de l'ONU révèlent que chaque année, ce trafic rapporte 188 millions de dollars. À force, c'est l'espèce tout entière des éléphants d'Afrique qui est en voie d'extinction. Cela peut sembler fou, mais c'est bien une guerre. On parle de crimes organisés à une échelle mondiale, c'est hors de contrôle. La route du trafic d'ivoire est bien connue. Des réserves naturelles d'Afrique de l'Est et du Centre, elle passe par les ports du Kenya et de Tanzanie en direction de l'Asie. Sur le marché, le kilo se négocie ensuite 2000 $. Les arrestations sont rares et les amendes faibles, les freins au trafic sont quasi nuls. Pour ce commandant de police, une condamnation ferme d'Ali pourrait changer la donne.
Si cette affaire est menée à son terme et qu'il est mis face à la loi, ce sera un exemple dissuasif, un plus pour le travail de la police et pour tout le système judiciaire au Kenya. C'est donc bien le pays tout entier qui est jugé lors de ce procès. Le Kenya doit prouver qu'il est capable de protéger ses parcs naturels et la vie sauvage qu'ils abritent. En Afrique, ce sont 25 000 éléphants qui sont tués illégalement chaque année. Encore des manifestations à propos de la une du journal satirique français Charlie Hebdo. Au Sénégal, quelques 1500 personnes, dont le Premier ministre, ont défilé ce samedi à Dakar. Une manifestation contre la caricature du prophète Mahomet à la une de Charlie Hebdo. Au reportage. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs membres du gouvernement sénégalais ont pris part à cette marche, ainsi que des représentants de la société civile, des députés et autorités coutumières et religieuses et de simples citoyens. À l'occasion, un drapeau français a été brûlé. Le mot d'ordre « Je suis nigérien, je suis africain ». Un message choisi par les manifestants afin de dénoncer le silence des dirigeants africains et du monde envers les massacres sur le continent. Ceci en opposition à la réaction aux attentats de Paris. Le message que j'aimerais véritablement lancer, c'est de dire à Charlie Hebdo et ses partenaires d'arrêter la provocation du monde musulman, d'arrêter de bafouer la liberté de culte et de demander à la France d'arrêter Charlie Hebdo. Le Tout-Puissant nous dit, suivez ce bel exemple. C'est lui qui doit être pour vous mieux que vos pères et vos mamans. Imagine des gens, des vermines, des moins que rien, font de la caricature pour lui. Alors on se sent vraiment biaisé, on se sent vraiment atteint. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour marquer mon désapprobation. Sur des pancartes brandies par les participants, se laissaient lire, entre autres messages, « Je ne suis pas Charlie, je suis musulman » ou encore « Touche pas à mon prophète ». Pour les chefs de la communauté musulmane, les autorités françaises ont tort d'avoir favorisé la publication du dernier numéro de Charlie Hebdo pour se moquer des musulmans. Nous sommes venus témoigner notre amour pour le prophète et le combat, chers frères et sœurs, en Dieu, ne fait que commencer. Ça, c'est la première étape. Et tous ceux qui, dans ce pays, étant autorité ou non, et qui voudraient que ce combat s'arrête, nous verrons en face d'eux. La présence du président sénégalais Macky Sall à la marche historique contre le terrorisme organisée à Paris le 12 janvier a été dénoncée vendredi par les manifestants. L'accusé a justifié sa présence à Paris par son souci de présenter les condoléances suite à l'assassinat d'innocents, tout en réaffirmant son engagement dans la lutte contre tout acte terroriste. À travers les médias d'État, vendredi, Macky Sall s'est défendu en martelant que jamais il ne cautionnerait les pratiques d'un journal qui s'en prend aux valeurs islamiques et à son plus grand symbole humain, le prophète Mahomet. En Égypte, 11 personnes ont été tuées et 30 autres blessées ce dimanche. Cet incident se produisait au moment où le pays célébrait le 4e anniversaire de la révolte de 2011 qui chassa du pouvoir Hosni Moubarak. Manifestants et policiers se sont affrontés en marge de rassemblements, notamment au Caire, la capitale. Un policier a également été tué dans les heurts similaires dans le nord de Caire. D'après le ministre de l'Intérieur, il est difficile pour le moment de déterminer si ce policier faisait partie des 11 morts annoncés par la presse étatique. Pour marquer l'anniversaire du soulèvement populaire de 2011, les partisans du président islamiste Mohamed Morsi, renversé par les militaires en juillet 2013, avaient appelé à manifester contre l'actuel chef de l'État, le général Abdel Fattah al-Sisi. En faisant un tour à présent au Malawi pour parler des conséquences des dernières inondations, plus de 200 000 sans-abri crient leur peine, impuissance face à la situation. Ces victimes appellent les autorités étatiques à la rescousse. Dans ce pays, la saison des pluies fait souvent des dégâts, mais dans cette région du moins bordant le Mozambique, mais cette fois-ci, du moins, les experts ont reconnu que la situation est pire. Reportage. À Nzondje, dans le sud du Malawi, les habitants ont tout perdu dans les inondations hors normes qui ravagent le pays. Les eaux ont tout emporté sur leur chemin et siégé ce chef-lieu. Écoles, maisons, jardins vivriers, tout est sous l'eau, à part quelques îlots où les rescapés vivent le ventre creux dans des conditions précaires. Ce district est le plus touché par la catastrophe qui a fait au moins 176 morts
et 200 000 sans-abri au plan national. J'ai un enfant qui souffre de malnutrition. On m'a demandé de le nourrir avec de la nourriture thérapeutique qu'on m'a donnée. Mon enfant a perdu beaucoup de poids depuis que je suis arrivée ici. La nourriture n'est pas adaptée, mais je suis sûre que ma fille va aller mieux. On m'a donné des conseils pour la nourrir, mais j'en ai pas les moyens. Mon besoin essentiel est la nourriture. Nous n'en avons pas assez ici. On a seulement un repas. On a besoin de plus d'aide. C'est la pire inondation jamais vue. Je me souviens des inondations en 1973, mais à cette époque, il n'y avait pas d'aide comme maintenant. Les aides humanitaires convoyées dans la région sont insuffisantes. Des hébergements sont improvisés pour les sinistrés, tous traumatisés par la rapidité de la montée des eaux et la vue de corps noyés emportés par le courant. Les victimes implorent le gouvernement de traiter la situation comme une urgence et de prioriser leur survie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. La sagesse africaine aujourd'hui nous dit « L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. » L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Merci de nous avoir suivis sur Sika TV. Retenez que nous sommes également sur notre site internet www.sikatv.info.